Il pensait que j'étais faible parce que je n'avais pas d'avocat. Mon père souriait à ma sœur, déjà prêt à célébrer leur victoire avec l'héritage de maman. Mais quand le juge a lu la première ligne de mon preuve numéro 1, le sourire de mon père s'est figé. L'air dans la salle d'audience numéro 4 du tribunal judiciaire de Périgueux était lourd, une atmosphère suffocante saturée d'une odeur désagréable mélangeant la cire à bois bon marché, la poussière accumulée depuis des décennies dans les boiseries et l'anxiété palpable des justiciables qui attendaient leur tour. Je me tenais seul à la table des requérants, le dos droit, mes mains posées à plat sur la surface froide et rayée du bureau. Devant moi, il n'y avait pas d'équipe juridique, pas d'assistant en costume gris chuchotant des stratégies de dernière minute, pas de pile de documents reliquaires. Juste 2 classeurs épais, bon marché, empilés comme des briques devant moi. L'un était noir, sombre comme mon humeur. L'autre était rouge sang. Ce rouge jurait violemment avec le gris terne des murs décrépits, comme une plaie ouverte et palpitante au milieu de l'austérité administrative de la République. De l'autre côté de l'allée centrale, qui semblait aujourd'hui aussi large qu'un océan infranchissable, l'ambiance était radicalement, presque insultamment différente. Mon père, Tancrède, était affalé sur le banc en bois avec une aisance déconcertante, les jambes croisées, comme s'il assistait à une pièce de théâtre médiocre dont il connaissait déjà la fin et dont il était le producteur. Il portait son costume bleu marine italien sur mesure, celui qu'il réservait pour les grandes occasions où il voulait impressionner, les mariages, les galas du Rotary Club, ou dans ce cas précis, l'enterrement social et financier de sa propre fille. À côté de lui, ma sœur Mélisande rayonnait, littéralement. Même sous les néons impitoyables et jaunâtres du tribunal, sa peau semblait parfaite, ses cheveux blonds coiffés en un chignon faussement négligé qui avait dû lui coûter le prix d'un loyer mensuel moyen. Elle tapotait frénétiquement sur son téléphone, ses ongles manucurés faisant un petit cliquetis agaçant, probablement pour mettre à jour sa communauté Instagram sur cette journée difficile mais nécessaire vers la guérison. Leur avocat, Maître Cyprien, un homme au sourire aussi poli et artificiel que ses chaussures en cuir verni, se pencha vers eux en chuchotant quelque chose. Tancrède éclata d'un rire bref, un son sec et cassant qui résonna contre les hauts plafonds comme un coup de fouet. C'était son arme favorite, ce rire. Il l'avait utilisé toute ma vie pour me faire sentir petite, insignifiante, invisible. Ce rire disait « Tu n'es rien ». Il croisa mon regard. Ses yeux bleus n'avaient aucune chaleur, aucune trace de l'amour paternel que l'on voit dans les films. Il n'y avait que ce mépris familier, cette déception ancienne qu'il ne prenait même plus la peine de dissimuler derrière les apparences. Il se pencha légèrement en avant, ignorant le décorum du tribunal, et siffla assez fort pour que l'écho porte jusqu'à moi. « Tu es pathétique, Isolde. Regarde-toi. Tu es trop pauvre pour te payer un avocat, et tu penses vraiment pouvoir nous battre ? Rentre chez toi, dans ton petit appartement poussiéreux de Lyon, et laisse les grandes personnes gérer le patrimoine. Tu te ridiculises. » Mélisande pouffa, cachant sa bouche derrière une main aux bagues étincelantes. « Papa, sois gentil, murmura-t-elle avec cette fausse douceur qui me donnait la nausée, assez fort pour que l'huissier lève les yeux de ses papiers. Elle essaie juste de se rendre intéressante. C'est sa façon de crier à l'aide, tu sais bien comment elle est. Je sentis la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais d'une rage froide, calculée et tranchante comme du verre. Il voyait une femme seule, habillée d'un tailleur gris acheté en solde 3 ans plus tôt, une femme qui passait ses journées dans des sous-sols de musées à restaurer de vieux livres oubliés. Il voyait une proie facile, une victime consentante. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas imaginer dans leur arrogance aveugle, c'est que le classeur rouge devant moi ne contenait pas des feuilles volantes. Il contenait une bombe à retardement, méticuleusement assemblée, qui allait pulvériser leur monde doré en 1000 morceaux. Le juge Vianney entra dans la salle par la porte latérale, sa robe noire flottant derrière lui, apportant avec lui le silence de l'autorité. C'était un homme d'une 60aine d'années, au visage sévère, connu pour son aversion pour les drames inutiles et son amour de la précision. « L'audience est ouverte », déclara-t-il d'une voix grave qui fit taire instantanément les murmures dans la galerie. Affaire numéro 42, succession de Madame Azalaï de Montmirail. Contestation de donation et de testament. Veuillez vous asseoir. Je pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de cet air vicié. L'odeur du vieux papier émanant de mes classeurs me rassura. C'était mon odeur. L'odeur de la vérité, l'odeur de l'histoire qui ne ment jamais. C'est à ce moment précis, alors que je sentais tous les regards peser sur moi, ceux de mon père, de ma sœur, de leur avocat prédateur, et du juge inquisiteur que j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. J'allais soit perdre tout ce qui restait de ma mère, soit détruire ma famille pour toujours.
Avant que je ne vous dévoile le contenu explosif de ce dossier rouge et comment j'ai planifié ma vengeance, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui dans cette salle d'audience virtuelle. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant et réconfortant de voir à quel point notre communauté est grande et solidaire face à l'injustice. Pour comprendre pourquoi je me tenais là, seule face à mon propre sang, prête à commettre un parricide judiciaire, il faut remonter le temps. Il faut comprendre l'architecture toxique et invisible de mon enfance. J'ai grandi dans l'ombre de Mélisande, une ombre si vaste, si froide et si permanente qu'elle a fini par façonner chaque fibre de qui je suis aujourd'hui. Dès sa naissance, 3 ans avant la mienne, Mélisande a été désignée comme le soleil de la famille de Montmirail. Elle ressemblait trait pour trait à la mère de Tancrède, ma grand-mère paternelle, une femme qui l'idolâtrait au-delà de la raison. Blonde comme les blés, les yeux d'un bleu perçant, charmante sans effort, capricieuse mais adorable. Moi? J'étais brune, calme, sérieuse, avec les yeux noisettes mélancoliques de ma mère. Pour mon père, Mélisande était un trophée qu'on expose sur la cheminée, j'étais un meuble utilitaire qu'on range dans le couloir. Les souvenirs me reviennent, tranchants. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais demandé un set de calligraphie professionnelle, fasciné déjà par l'encre et le papier. Tancrède est rentré ce soir-là, tard, avec un énorme paquet emballé dans du papier doré. Mon cœur d'enfant a bondi dans ma poitrine, osant espérer. Mais le paquet n'était pas pour moi. C'était une nouvelle robe de marque pour Mélisande. Ta sœur a eu une semaine difficile à l'école, avait-il expliqué en me tendant distraitement une boîte de chocolat achetée à la station-service sur le chemin du retour. Il fallait lui remonter le moral, elle est si sensible. Toi, tu es forte, Isolde, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu es solide comme un roc. Tu es forte. C'était l'excuse universelle pour la négligence. C'était la phrase magique pour ne jamais avoir à s'occuper de moi. Mélisande a grandi en apprenant qu'elle pouvait tout obtenir par un sourire, une moue boudeuse ou une larme stratégique versée au bon moment. Elle échouait à ses examens? C'était la faute des professeurs jaloux de sa beauté. Elle cassait la voiture que papa venait de lui offrir? C'était la route qui était dangereuse et mal entretenue. Tancrède était toujours là, tel un chevalier servant avec son chéquier, pour lisser les aspérités de sa vie. Elle est devenue mannequin catalogue, puis influenceuse sur les réseaux sociaux, puis coach de vie, des titres vides et brillants pour masquer une existence entièrement financée par la carte de crédit illimitée de papa. Moi, j'ai choisi le silence, l'observation et l'étude. J'ai quitté la maison dès mes 18 ans pour Lyon, fuyant cette atmosphère étouffante. J'ai travaillé la nuit dans des restaurants, plongeant mes mains dans l'eau grasse pour payer mes études à l'Institut national du patrimoine. Je suis devenue restauratrice de livres anciens et d'archives. Mon métier consiste à sauver ce qui est en train de disparaître, à recoller les fragments d'histoire oubliés, à détecter les faussaires grâce à une goutte d'encre microscopique ou la texture d'un papier vieux de 3 siècles. Ma famille trouvait mon métier déprimant et inutile. Tu vis dans le passé, disait Mélisande en riant, un verre de champagne à la main lors des rares Noëls où je m'obligeais à rentrer. Tu senses la poussière et le vieux cuir, Isolde. Regarde-moi, je suis l'avenir, je suis la lumière, je suis la vie. Mais il y avait une personne qui comprenait. Une seule. Maman. Azalaï. Maman était une femme douce, trop douce pour survivre à l'ouragan d'ego qu'était mon père. Elle s'était recroquevillée sur elle-même au fil des années, trouvant refuge dans sa maison de campagne en Dordogne, cette vieille bâtisse en pierre dorée, et surtout, dans sa roseraie. C'était son sanctuaire, son royaume interdit à Tancrède. Quand je revenais la voir, nous passions des heures dans ce jardin, les mains dans la terre, à tailler, à soigner, à parler peu mais à ressentir beaucoup. Les racines sont importantes, Isolde, me disait-elle souvent, en caressant les pétales veloutés d'une rose ancienne cuisse de nymphe. Le monde ne voit que la fleur, comme ta sœur, mais c'est la racine qui tient tout, qui nourrit tout. Sans racine, la fleur meurt au premier coup de vent. Toi, ma chérie, tu es comme ces racines. Solide. Profonde. Indispensable. Elle me glissait discrètement des billets froissés dans ma poche pour m'aider à payer mon loyer, terrifiée que Tancrède ne le découvre. Ne dis rien à ton père, chuchotait-elle, les yeux inquiets. Il dit que Mélisande a besoin de plus d'aide car la vie à Paris est chère et qu'elle doit maintenir son standing. Je prenais l'argent non pas parce que j'en avais désespérément besoin, mais parce que c'était sa façon à elle de m'aimer, sa petite rébellion silencieuse contre la tyrannie domestique. Je pensais avoir le temps.
Je pensais qu'un jour, je pourrais l'emmener vivre avec moi à Lyon, loin de leur toxicité, dans un petit appartement avec un balcon fleuri. Mais le destin, et le cancer, en ont décidé autrement. La maladie l'a emporté en 3 mois. Une fulgurance brutale qui m'a laissé le souffle coupé. Enfin, pas à tout le monde. Certains voyaient dans sa mort non pas une perte tragique, mais une formidable opportunité financière. L'enterrement avait eu lieu sous une pluie battante et glaciale, comme si le ciel de Dordogne pleurait celle qu'il avait tant aimée et soignée. Tancrède a joué le rôle du veuf éploré à la perfection, recevant les condoléances avec une dignité théâtrale, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir en soie. Mélisande, vêtue d'une robe noire haute couture qui ressemblait plus à une tenue de gala pour le festival de Cannes qu'à un vêtement de deuil, sanglotait bruyamment, des cris perçants, dès que quelqu'un d'important ou un photographe s'approchait. Moi, je ne pouvais pas pleurer. J'étais gelée de l'intérieur. Je fixais le cercueil en chaîne simple que j'avais choisi contre l'avis de mon père qui voulait de l'acajou verni, pensant à toutes les conversations que nous n'aurions plus, à tous les secrets qu'elle avait emportés. Le véritable choc, la véritable douleur, est arrivé 2 heures plus tard, lors de la réception organisée dans la maison familiale. La maison de maman. Cette bâtisse pleine d'âme. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du café pour les invités, cherchant un moment de solitude, quand j'ai entendu la voix perçante et excitée de Mélisande dans le salon. On pourra abattre le vieux chêne centenaire pour dégager la vue sur la vallée, disait-elle avec un enthousiasme déplacé. Et la roseraie, franchement, ça fait vieillot, ça fait grand-mère. Si on rase tout ça, on a la place parfaite pour une piscine à débordement avec un deck en teck. Ça augmenterait la valeur du bien d'au moins 20% pour la revente immédiate. Mon sang se glaça dans mes veines. Je lâchai la cafetière qui heurta le comptoir avec un fracas de verre brisé. Je me précipitai dans le salon, ignorant les regards surpris. Tancrède était assis là, trônant dans le fauteuil préféré de maman, un verre de cognac cordage à la main, hochant la tête en écoutant sa fille chérie. « De quoi parlez-vous » demandai-je, ma voix tremblant de rage contenue, mes mains serrées en poing. « Vous parlez de vendre la maison ? De raser les roses ? Maman n'est même pas encore froide dans sa tombe. » Tancrède me regarda avec un agacement profond, comme si j'étais une mouche persistante interrompant un concerto. Ah, Isolde. Toujours aussi dramatique. Sois réaliste pour une fois. Cette maison est un gouffre financier. L'entretien, le chauffage, les toitures. Mélisande a des projets, elle a de l'ambition. Elle a besoin de liquidités rapidement pour lancer sa nouvelle marque de coaching holistique à Paris. C'est la maison de maman, dis-je, sentant les larmes de frustration monter pour la première fois. C'est son héritage. Son âme est ici. Elle voulait que ça reste dans la famille, pour nous, pour les futurs petits-enfants. Et ça reste dans la famille, intervint Mélisande avec un sourire mielleux qui ne touchait pas ses yeux froids. Dans ma partie de la famille. Celle qui sait faire fructifier l'argent. Pardon ? Tancrède posa son verre avec un claquement sec et sortit une enveloppe épaisse de sa poche intérieure. Il la jeta sur la table basse, avec désinvolture, entre les petits fours et les tasses de thé. Ta mère a pris des dispositions sensées, dit-il froidement. Elle savait que Mélisande avait besoin de sécurité, qu'elle était plus fragile financièrement que toi. Elle a signé un acte de donation-partage il y a 8 mois. La maison appartient désormais intégralement et exclusivement à ta sœur. Tu n'as rien, Isolde. Absolument rien. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras récupérer quelques bibelots sans valeur avant que les déménageurs n'arrivent la semaine prochaine. Je pris le document comme on saisit un serpent venimeux. Mes mains tremblaient incontrôlablement. C'était un acte notarié, avec le sceau officiel de l'État. Et là, en bas de la dernière page, la signature de ma mère, Azalaï de Montmirail. C'est impossible, murmurai-je, le souffle court. Maman ne ferait jamais ça. Elle savait que j'aimais cette maison plus que tout au monde. Elle savait que Mélisande la détestait et la trouvait bouseuse. Maman m'avait promis. Les gens changent d'avis quand ils sentent la fin approcher et la peur de la mort, coupa Tancrède en se levant. Il s'approcha de moi, dominant ma silhouette de toute sa hauteur, m'écrasant de son ombre. Accepte-le. Tu as toujours été la seconde, la pièce de rechange. Ta mère a simplement officialisé ce que nous savions tous. Mélisande est celle qui mérite de briller. Toi, tu te débrouilleras, comme toujours avec tes vieux bouquins. Il m'arracha le document des mains.
Maintenant, si tu ne peux pas être heureuse pour le succès de ta sœur, je te suggère de partir immédiatement. Tu gâches l'ambiance et tu embarrasses tout le monde. Je regardais autour de moi. Les invités, des amis de la famille, des cousins, détournaient le regard, gênés, fixant leurs chaussures. Ma propre famille, mes oncles, mes tantes, personne ne bougeait. Ils avaient tous peur de la colère de Tancrède, ou ils étaient éblouis par le succès factice de Mélisande. Je me sentis expulsée de ma propre vie, de mon propre deuil, nue et seule. Je sortis sous la pluie, sans manteau, sans parapluie, et je courus jusqu'à ma vieille voiture. Je n'ai pas pleuré. J'ai hurlé. J'ai hurlé à m'en déchirer la gorge, frappant le volant de mes poings. Il m'avait tout pris. L'amour, la reconnaissance, et maintenant, le dernier refuge de ma mère. Mais dans ce cri, il y avait le début d'autre chose. Une promesse. Imaginez un instant cette scène. Vous venez d'enterrer votre mère, la seule personne qui vous aimait, et votre père vous jette littéralement dehors sous la pluie pour donner l'héritage entier à votre sœur égoïste, le tout avec un sourire méprisant. Je sais que mon sang bouillonnait, mais vous, qu'auriez-vous fait à ma place ce soir-là? Auriez-vous abandonné face à l'acte officiel ou auriez-vous déclaré la guerre totale? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. La tristesse est un brouillard qui vous paralyse, mais la colère est un carburant, une énergie nucléaire. De retour à Lyon, dans la solitude monacale de mon appartement qui sentait la cire, la térébenthine et le vieux cuir, j'ai cessé d'être la fille en deuil pour redevenir ce que je suis fondamentalement, une experte technique. Une chasseuse de faux. J'avais demandé, par le biais d'une lettre recommandée froide, sèche et purement administrative, une copie certifiée de l'acte de donation. Tancrède me l'avait envoyé rapidement, probablement en riant de ma futilité et de mon désespoir. Il pensait m'écraser sous la paperasse. Il ne savait pas qu'il venait de me donner l'arme du crime, la pièce à conviction principale. J'ai emporté le document dans mon laboratoire, au sous-sol du musée où je travaille, tard un soir quand tout le monde était parti. J'ai allumé ma lampe à spectre complet, celle que j'utilise pour examiner les manuscrits du XVe siècle et détecter les restaurations maladroites. J'ai posé l'acte sous le microscope stéréoscopique binoculaire. Le monde s'est tu. Il n'y avait plus de bruit, plus d'émotion. Juste moi, les fibres du papier grossies 50 fois et l'encre. J'ai zoomé sur la signature, Azalaï de Montmirail. Au premier coup d'œil, pour un profane, c'était sa signature. La boucle du A majuscule était large et généreuse, le T était barré avec vigueur. Mais quelque chose clochait. C'est le problème éternel avec les faussaires, même les plus talentueux. Ils se concentrent obsessionnellement sur la forme, sur l'image, mais ils oublient la dynamique, le mouvement, l'âme du geste. Sous le grossissement X40, la vérité a commencé à émerger, couche par couche. Premièrement, le tracé. La signature de ma mère, affaiblie par la maladie et les traitements lourds à cette époque, aurait dû présenter des micro-tremblements, des hésitations naturelles, des variations de lignes. Ici, le trait était fluide, trop assuré, trop parfait. Mais paradoxalement, à la fin de chaque lettre, il y avait un point d'ancrage plus lourd, un petit pâté microscopique parfaitement rond. Cela indiquait une main qui s'arrêtait imperceptiblement, non pas par faiblesse physique, mais pour vérifier son œuvre, pour copier un modèle. C'était une signature dessinée, pas une signature écrite. La vitesse du geste était fausse. Deuxièmement, et c'était là la clé, la nature de l'encre. Ma mère était une femme de traditions immuables. Elle n'écrivait qu'avec son stylo plume Mantblank Meisterstück, un cadeau de son propre père, une plume en or qui laissait un dépôt d'encre liquide caractéristique, pénétrant profondément la fibre du papier, avec des nuances de gris sur les bords qu'on appelle l'ombrage. L'encre sous mon microscope était plate. Elle reposait sur la surface du papier comme une croûte. C'était une pâte visqueuse, brillante et uniforme sous la lumière UV. De l'encre gel. Un stylo bille à encre gel standard, du genre qu'on achète par paquet de 3 au supermarché pour quelques euros. Je me suis reculée de l'appareil, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Maman n'aurait jamais signé un document officiel, le legs de toute sa vie, avec un stylo bille bon marché. Jamais. C'était viscéralement contraire à qui elle était, à son éducation, à ses manies. Mais une intuition technique, aussi brillante soit-elle, ne suffit pas devant un tribunal. Il me fallait des preuves irréfutables. Il me fallait détruire leur alibi temporel. Il me fallait prouver l'impossible. Je regardais la date en haut de l'acte, fait à Périgueux, le 15 octobre à 14 heures.
Le 15 octobre. Je fermais les yeux, essayant de me souvenir. C'était 2 mois avant sa mort. Je n'étais pas là, j'étais coincée à Lyon pour la préparation d'une exposition majeure. Mais je sentais que son état s'était dégradé brutalement cette semaine-là. J'avais eu Tancrède au téléphone qui m'avait dit tout va bien, elle dort. Je pris ma décision. Je posais une semaine de congé sans solde. J'allais retourner en Dordogne. Pas en tant que fille éplorée, mais en tant qu'enquêtrice impitoyable. Le voyage vers la Dordogne fut morose et solitaire. Le ciel était bas, gris ardoise, écrasant les collines verdoyantes qui d'habitude me remplissaient de joie et de nostalgie. Je ne pouvais pas aller à la maison familiale. Tancrède avait changé les serrures dès le lendemain de l'enterrement, une violence symbolique inouïe. Je louai une petite chambre humide dans une auberge voisine et me dirigeai immédiatement vers la seule alliée qu'il me restait dans ce village, Madame Clotilde. Clotilde habitait la maison mitoyenne depuis 40 ans. Elle avait vu Mélisande et moi grandir, faire nos premiers pas. Elle avait vu maman dépérir, perdre son éclat. Elle savait tout ce qui se passait derrière les murs de pierre. Quand elle ouvrit sa porte et me vit sur le perron, trempée et pâle, elle fondit en larmes. « Oh, ma petite Isolde. Je savais que tu viendrais. Je l'ai dit à mon chat ce matin, elle va venir. » Autour d'un thé brûlant, dans sa cuisine encombrée de bibelots et sentant la cannelle et la poussière, Clotilde me livra la pièce manquante du puzzle, la confirmation de mes pires soupçons. C'était terrible, Isolde, commença-t-elle en triturant son mouchoir brodé. Le 15 octobre, je m'en souviens très bien parce que c'était le jour où mon chat, Pompon, s'est échappé. Je le cherchais partout, y compris près de votre aide de Thuya. Je me penchai en avant, retenant mon souffle. Que s'est-il passé, Clotilde? Dites-moi tout. J'ai vu la voiture de ton père arriver vers 13h30. Il n'était pas seul. Il y avait une femme avec lui sur le siège passager. Elle portait un grand chapeau à large bord et des lunettes de soleil énormes, une écharpe qui lui couvrait la moitié du visage. J'ai cru au début que c'était une nouvelle infirmière de nuit. Mais quand elle est sortie de la voiture, elle marchait vite, Isolde. Trop vite, trop énergique. Elle portait le vieux manteau beige de ta mère, celui qu'elle ne mettait plus. Elle prit une gorgée de thé pour se donner du courage, sa main tremblait. Ta mère. Azalaï, ce jour-là, l'ambulance était venue le matin même, très tôt, pour augmenter sa dose de morphine. Le médecin m'avait dit en passant la barrière, « Veillez sur elle, elle ne passera pas la semaine si ça continue, elle est totalement inconsciente. » Et pourtant, l'après-midi même, ton père fait entrer cette femme mystérieuse, et 1 heure plus tard, un homme en costume arrive avec une mallette en cuir. Le notaire, maître Dupuis. Le notaire est venu à la maison, demandai-je, la rage bouillonnant. Oui. Ils sont restés 1 demi-heure. Puis ils sont tous repartis. Ton père avait l'air triomphant, comme s'il venait de gagner au loto. J'ai essayé d'aller voir ta mère après, pour vérifier si elle allait bien, mais la porte était verrouillée à double tour. J'ai entendu ton père crier au téléphone plus tard dans le jardin, il fumait un cigare. C'est fait, Mélisande, arrête de pleurer, tout est signé, la maison est à toi point. Mes mains se serrèrent autour de la tasse jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils avaient engagé une actrice. Ou peut-être une maîtresse de mon père. Il l'avait déguisée en ma mère pour tromper un notaire complaisant ou pire, le notaire était complice et la mise en scène n'était là que pour tromper les voisins curieux. Clotilde, dis-je doucement mais fermement. Seriez-vous prête à écrire tout cela? À témoigner devant un juge? Elle hésita, la peur dans les yeux. Tancrède était un notable dans la région, un homme influent qu'on craignait. Mais elle regarda une petite photo encadrée de maman qu'elle gardait sur son buffet. Pour Azalaï, dit-elle, la voix soudainement forte. Je ferai n'importe quoi pour Azalaï. Elle ne méritait pas ça. C'était une sainte. Avant que je ne parte, elle me retint par le bras avec une force surprenante. Attends. Il y a autre chose. Le jour où ils ont vidé la chambre de ta mère, j'ai vu ton père jeter des cartons entiers dans la benne devant la maison. J'ai attendu la nuit et j'ai récupéré quelque chose. Je ne voulais pas que ça finisse aux ordures avec les épluchures. Elle disparut dans son arrière-boutique et revint avec un vieux cahier à la couverture vert émeraude, taché de terre et gondolé par l'eau. Le journal de jardinage de maman. Je le serrai contre ma poitrine, sentant encore une vague odeur de lavande et de terreau.
Je ne savais pas encore que ce cahier contenait bien plus que des conseils sur la taille des rosiers Pierre de Ronsard. Il contenait la voix de ma mère. Avec le témoignage écrit de Clotilde en poche, je me sentais plus forte, mais ce n'était pas suffisant pour un tribunal. Un témoignage humain peut être contesté, discrédité. Une vieille dame qui a mal vu, une voisine qui a une vendetta personnelle, dirait-il. J'avais besoin de science. J'avais besoin de faits incontestables, froids et cliniques. Je me suis rendue au centre hospitalier de Périgueux le lendemain matin à la première heure. En tant que fille et héritière réservataire, même si je n'héritais de rien dans les faits, le statut légal demeurait, j'avais le droit absolu d'accéder au dossier médical complet de ma mère. L'administration française est une bête lente et réticente, mais face à ma détermination glaciale et ma connaissance précise des articles de loi, la secrétaire a fini par céder. Je me suis assise dans la salle d'attente froide, sous les néons, feuilletant le dossier épais de 200 pages. Je cherchais une date précise. Le 15 octobre. Page 42. Rapport de l'équipe mobile de soins palliatifs. 15 octobre, 9h30, visite de l'infirmier coordinateur. Patiente Azalaï de Montmirail. État soporeux. Augmentation significative de la douleur. Administration de morphine 10 mg en bolus sous-cutané plus midazolam pour sédation légère. Pronostic vital engagé à court terme. 15 octobre, 13h45, appel d'urgence du mari, Tancrède. La patiente est agitée. Passage du médecin de garde à 14h10. Constat à l'arrivée, coma vigile. La patiente ne répond à aucun stimulus verbal ou douloureux. Réflexe ostéotendineux diminué. Incapacité totale de communication et de discernement. Je relus la ligne 3 fois, mes doigts traçant les mots imprimés. 14h10, coma vigile. Incapacité totale de communication. L'acte notarié indiquait que la signature avait été apposée à 14h. À l'heure exacte où ma mère était censée signer un document juridique complexe transférant une propriété de 450 000 € en toute lucidité, elle était cliniquement incapable de tenir un stylo, encore moins de comprendre une clause de donation-partage. Elle était partie, perdue dans les limbes de la morphine. Je sortis de l'hôpital, le dossier serré contre moi comme un bouclier en Kevlar. La pluie avait cessé. Un rayon de soleil pâle perçait les nuages gris. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était Mélisande. Alors, on fouine? Sa voix était aiguë, moqueuse, triomphante. Clotilde m'a dit que tu étais passée la voir. Sérieusement, Isolde, tu fais pitié. Tu essaies de monter les voisins séniles contre nous? Je cherche la vérité, Mélisande, répondis-je calmement, ma voix ne trahissant aucune émotion. La vérité? La vérité, c'est que papa m'aime et qu'il ne t'aime pas. C'est ça la vérité crue qui te fait mal. Écoute, j'ai une offre généreuse pour toi. Si tu arrêtes tes bêtises judiciaires maintenant, je te laisse récupérer les vieux livres moisis de maman qui sont au grenier. Et peut-être quelques bijoux fantaisie sans valeur. Mais si tu vas au tribunal, je te jure, Isolde, papa a engagé le meilleur avocat de la région, maître Cyprien. On va te demander des dommages et intérêts pour procédure abusive. On va te ruiner, tu devras vendre ta petite voiture pour nous payer. Tu as acheté ton appartement à Paris, Mélisande? Demandai-je, ignorant sa menace. J'ai signé le compromis hier. Un duplex avec vue sur la tour Eiffel. Grâce à l'argent que la vente de la maison va rapporter le mois prochain. C'est déjà en cours, les acheteurs sont trouvés. Profite bien de la vue, dis-je. Tant qu'elle dure. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'avais pas besoin d'un avocat. Je n'avais pas besoin de leurs menaces. J'avais les mathématiques, la médecine, la chronologie et la chimie de mon côté. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel, j'ouvris le journal de jardinage de maman pour chercher du réconfort. Je tournais les pages, lisant ses notes sur les saisons, ses petits dessins de fleurs naïfs. Et puis, à la toute fin, coincée entre deux pages collées par l'humidité, je trouvai une feuille de papier libre, pliée en 4. Ce n'était pas une note sur les roses. C'était une lettre. Datée du 1er septembre. Écrite avec son stylo plume Mont Blanc. En lisant les premiers mots, je sentis les larmes couler pour la première fois depuis l'enterrement. Ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement pur. Maman ne m'avait pas abandonnée. Elle avait vu venir les vautours.
Elle m'avait laissé la clé de ma vengeance. Retour au présent. La salle d'audience numéro 4. Maître Cyprien venait de terminer sa plaidoirie. Il avait été éloquent, je devais lui accorder ça, un véritable acteur de studio. Il avait dépeint Tancrède comme un mari dévoué, épuisé par le chagrin, respectant scrupuleusement les dernières volontés d'une épouse mourante, et Mélisande comme la fille aimante méritant un soutien pour son avenir prometteur et brillant. Il m'avait décrite comme la sœur aigrie, jalouse, absente durant les derniers mois, ce qui était un mensonge éhonté, cherchant à extorquer de l'argent à sa famille par pur dépit. Monsieur le juge, conclut-il en ajustant les manches de sa robe avec emphase, l'acte de donation est parfaitement légal, signé devant notaire, enregistré aux hypothèques. Il n'y a aucune raison d'en douter. Nous demandons le débouté de toutes les demandes farfelues de mademoiselle Isolde et sa condamnation aux dépens ainsi qu'à 5 000 € pour procédure abusive. Tancrède me fit un petit clin d'œil arrogant. Mélisande vérifiait son maquillage dans le reflet de son écran de téléphone, s'ennuyant déjà. Le juge Vianney se tourna vers moi. Son visage était impénétrable, un masque de justice. Mademoiselle, c'est à vous. Avez-vous des témoins ou des pièces à verser au débat pour contrer ces arguments? Je me levai lentement. Je lissai ma jupe. Je pris mon classeur rouge à 2 mains. Je sentais le poids de chaque page, de chaque preuve, comme une épée. Monsieur le juge, commençai-je, ma voix résonnant clairement dans le silence soudain de la salle. Maître Cyprien parle de l'égalité formelle. Il a raison, le papier a l'air vrai. Le tampon a l'air vrai. L'histoire est belle. Mais je ne suis pas ici pour contester la qualité du papier à en-tête. Je suis ici pour contester la réalité physique et temporelle de cet acte. J'ouvris le classeur avec un claquement sec. Je ne suis pas avocate. Je suis restauratrice de documents anciens. Mon métier, ma passion, est de distinguer le vrai du faux, l'original de la copie, l'histoire de la fable. Et ce que mon père et ma sœur vous ont présenté aujourd'hui, monsieur le juge, est une fable. Une fable cruelle et mal écrite. Tancrède soupira bruyamment, levant les yeux au ciel. On perd notre temps, grommela-t-il assez fort pour être entendu. La pièce numéro 1, annonçai-je en tendant le dossier médical certifié au greffier qui l'apporta au juge. Ceci est le relevé officiel, heure par heure, des soins palliatifs de ma mère, Azalaï de Montmirail, pour la journée fatidique du 15 octobre. Je marquai une pause dramatique, laissant le juge ouvrir le document et trouver la page marquée d'un post-it jaune. Je vis ses sourcils se froncer légèrement, un mouvement infime mais significatif. À 14 heures précises, heure prétendue de la signature de l'acte de donation devant notaire, ma mère était, selon le médecin de garde qui a signé ce rapport, dans un état de coma vigile, sous une dose massive de morphine et de sédatifs, incapable de bouger ou de parler. Monsieur le juge, je vous pose la question. Comment une femme qui ne peut pas lever le petit doigt pour demander un verre d'eau peut-elle signer un acte notarié complexe avec une fermeté calligraphique parfaite? Le silence dans la salle changea de texture. Il devint électrique, dense. Les murmures cessèrent. Maître Cyprien cessa de sourire. Il se pencha précipitamment vers Tancrède, chuchotant furieusement, le visage soudainement rouge. C'est une erreur d'horaire du médecin, bafouilla Tancrède, se levant à moitié, la panique commençant à percer sous le vernis. Elle a eu un moment de lucidité. Un sursaut d'énergie. Juste avant. Asseyez-vous, monsieur, ordonna le juge sans lever les yeux du dossier médical, sa voix cinglante. Continuez, mademoiselle. Merci. Cela m'amène à ma pièce numéro 2, dis-je en sortant les agrandissements photographiques de la signature, montés sur des cartons rigides. Une erreur d'horaire est possible, certes, bien que peu probable dans un rapport hospitalier. Mais la chimie, elle, ne ment pas. Jamais. Je plaçai 2 grandes photos haute résolution sur un chevalet que j'avais apporté. L'image était nette, implacable. À gauche, expliquai-je avec la précision d'un professeur d'université, vous voyez la signature apposée sur l'acte de donation contesté. À droite, une série de signatures authentiques de ma mère sur des chèques, des contrats d'assurance et des courriers datant des 10 dernières années. Je sortis un pointeur laser de ma poche. Un point rouge dansa sur le papier. Ma mère était une esthète. Elle n'utilisait qu'un seul instrument d'écriture depuis 30 ans, un stylo plume Mont Blanc à plume large en or. Regardez le tracé de droite, l'authentique. L'encre liquide pénètre la fibre du papier, elle bave légèrement, les bords sont irréguliers,
plumeux comme on dit dans mon métier. Il y a des variations d'épaisseur selon la pression de la main. Je pointais le laser sur la photo de gauche, celle du faux. Maintenant, regardez celle-ci. L'encre reste en surface. Elle est brillante, uniforme, synthétique. C'est de l'encre gel polymère. Le tracé est continu, tubulaire, sans aucune variation de pression, typique d'une bille roulante industrielle. Mais ce n'est pas tout. Je me tournai lentement vers Tancrède. Il était devenu étrangement pâle, sa peau cireuse sous les néons. Il desserrait sa cravate, comme s'il manquait d'air. J'ai fouillé les poubelles de la maison familiale techniquement, les bennes étaient sur la voie publique le jour du ramassage, donc accessibles légalement le jour où je suis allé voir ma voisine pour enquêter. J'ai trouvé ceci. Je sortis un petit sachet plastique scellé contenant un ticket de caisse froissé et un stylo bille noir bon marché, à moitié vide. Un ticket de caisse du Super U local, daté du 14 octobre, la veille de la signature. Achat, un pack de 3 stylos gel noirs, marque Pilot, pointe moyenne. Payé avec la carte bancaire personnelle de Monsieur Tancrède de Montmirail. Et voici le stylo, récupéré dans vos ordures ménagères. L'analyse spectrographique de l'encre du stylo, réalisée par mon laboratoire, correspond à 99,8% à la signature chimique de l'encre présente sur l'acte notarié. Objection, cria maître Cyprien, se levant d'un bond, désespéré. Ceci est de la spéculation pure. N'importe qui peut acheter des stylos. Cela ne prouve rien. C'est vrai, admis-je calmement, un sourire froid aux lèvres. N'importe qui peut acheter des stylos. Mais ma mère, alitée et mourante, n'est pas allée au Super U ce jour-là. Et surtout, elle détestait les stylos billes. Elle disait qu'ils n'avaient aucune âme. N'est-ce pas, papa? Tu te souviens combien de fois elle t'a réprimandé pour avoir écrit sur ses cartes de vœux avec un bic? Tancrède ne répondit pas. Il regardait ses mains, tremblantes. Mélisande le regardait avec horreur, réalisant soudain que le sol se dérobait sous ses pieds chaussés de luxe. L'argent, l'appartement, la gloire, tout s'effritait. Donc, repris-je, impitoyable, nous avons une signature faite avec un stylo acheté par le bénéficiaire, à une heure où la signataire était dans le coma, imitant maladroitement un style graphique. C'est la définition même du faux et usage de faux. Mais ce n'est pas tout, ajoutai-je doucement, baissant la voix pour obliger tout le monde à se pencher. Car si cet acte est faux, la question demeure, que voulait vraiment ma mère? C'était le moment. Le coup de grâce. L'ultime révélation. Le juge Vianney avait posé son menton sur sa main, fasciné. Il ne regardait plus ses dossiers, il ne regardait plus l'avocat adverse. Il me regardait moi, avec un mélange de respect et de curiosité. Mademoiselle, vous avez mentionné une troisième pièce? Oui, monsieur le juge. Et c'est la plus importante. C'est la voix de la défunte. Je sortis délicatement le journal de jardinage vert émeraude de mon sac. Puis, avec des gants blancs en coton que j'avais sortis de ma poche, un geste théâtral, je l'avoue, mais efficace pour souligner la préciosité du document, j'extrais la feuille volante que j'avais trouvée. En France, l'article 970 du Code civil est clair et sans ambiguïté. Un testament holographe est parfaitement valable s'il est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Il n'a pas besoin de notaire. Il n'a besoin que de la vérité. Je tendis l'original au juge et projetai une copie scannée sur l'écran mural de la salle. Ceci a été écrit le 1er septembre, 6 semaines avant le faux acte, avant que la morphine ne brouille son esprit. C'est écrit à la plume, avec l'encre caractéristique de ma mère. Et voici ce qu'elle dit. Je lus à haute voix, ma voix se brisant légèrement sous l'émotion qui remontait. Moi, Azalaï de Montmirail, saine de corps et d'esprit en ce jour, sentant mes forces décliner, je souhaite mettre par écrit mes dernières volontés. Je sais que mon mari Tancrède et ma fille Mélisande convoitent ma maison pour la vendre et dilapider l'argent dans des futilités. Je sais qu'ils ne comprennent pas la valeur de ce que j'ai construit ici. Ils ont déjà pris tout mon argent liquide, mes bijoux de famille, et ma joie de vivre au fil des années. Un murmure parcourut la salle. Les gens dans la galerie se penchaient. Mélisande était devenue livide, sa bouche parfaite ouverte en silencieux. Je lègue donc la totalité de ma quotité disponible, et spécifiquement la maison de Dordogne et son jardin, à ma fille Isolde. Elle est la seule qui a le cœur assez grand pour y faire fleurir la vie. Elle est la seule qui m'a aimé pour moi-même et non pour mon carnet de chèques.
Tancrède et Mélisande ont déjà reçu bien plus que leur part sous forme de dons et d'aides au fil des années. Ceci est ma justice. Signé, Azalaï. Je levai les yeux vers ma famille. Tancrède était effondré, la tête dans les mains, comme un ballon de baudruche percé. Mélisande pleurait, mais cette fois, c'était de vraies larmes, des larmes de panique pure. Elle réalisait que l'appartement à Paris, la vie de rêve, les voyages, tout venait de s'évaporer en une seconde. Ce document, continué a été retrouvé caché dans son journal intime. Et pour prouver son authenticité et éviter toute contestation, ma mère, prévoyante, l'a fait contresigner au dos par 2 témoins ce jour-là, son médecin traitant lors d'une visite, et Madame Clotilde, notre voisine, qui ont attesté par écrit de sa lucidité parfaite ce jour-là. Le juge examina le document avec une attention méticuleuse. Il le tint à la lumière, vérifia le grain du papier, les signatures. Il hocha la tête, lentement. Puis il leva les yeux vers Maître Cyprien, son regard tranchant comme une guillotine. « Maître, dit le juge d'une voix glaciale. Votre client a-t-il une explication plausible sur l'existence de ce testament antérieur qui contredit formellement l'acte douteux que vous défendez avec tant d'ardeur ? » L'avocat bafouilla, referma son dossier précipitamment. Il savait qu'il avait perdu. Pire, il savait qu'il risquait sa réputation et sa carrière pour avoir soutenu un faux aussi grossier. Je demande une suspension d'audience pour m'entretenir avec mes clients, dit-il faiblement, la sueur perlant sur son front. Demande refusée, trancha le juge Vianney. Les faits sont clairs. La Cour est prête à rendre sa décision sur le siège. La lecture du jugement fut rapide, brutale et chirurgicale. Le juge Vianney n'a pas mâché ses mots. Il semblait prendre un plaisir personnel à rétablir l'ordre moral. La Cour déclare l'acte de donation-partage du 15 octobre nul et non avenu, considérant les preuves accablantes d'incapacité médicale de la donatrice et les indices graves et concordants de faux en écriture privée. Le testament holographe du 1er septembre est reconnu comme valide et exprimant les seules et véritables dernières volontés de la défunte. Il marqua une pause, regardant Tancrède par-dessus ses lunettes, le clouant sur place. De plus, en application de l'article 40 du Code de procédure pénale, la Cour ordonne la transmission immédiate du dossier au procureur de la République pour ouverture d'une enquête sur les faits de faux, usage de faux, escroquerie au jugement et abus de faiblesse à l'encontre de M. Tancrède de Montmirail. Madame Mélisande, en tant que bénéficiaire complice, sera également entendue par les services de police. Le marteau tomba. Clac. C'était le son le plus doux, le plus mélodieux que j'ai jamais entendu. C'était le son de la liberté. Mélisande poussa un cri étouffé, se levant brusquement. Mais, mon appartement. J'ai déjà versé la compte de 30 000 euros. Papa, fais quelque chose. Dis-lui. Tancrède ne bougeait pas. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en 20 minutes. Son arrogance, son beau costume italien, son mépris, tout cela n'était plus qu'une coquille vide. Il regardait le vide, réalisant peut-être pour la première fois de sa vie que son autorité n'était qu'une illusion qu'il avait maintenue par la peur financière, et que cette peur venait de changer de camp. Je rangeai mes documents dans mon classeur rouge, lentement, méthodiquement. Je pris mon temps. Je savourai chaque seconde, chaque respiration. Je sortis de la salle d'audience la tête haute, le dos droit. L'air dans le couloir, qui m'avait paru si vicié 1 heure plus tôt, semblait soudain plus respirable, plus léger, presque pur. Ils sortirent quelques minutes plus tard. Tancrède marchait avec difficulté, traînant la jambe, appuyé lourdement sur le bras d'une Mélisande en larmes qui ruinait son mascara coûteux, créant des traînées noires sur ses joues parfaites. Ils m'aperçurent près de la sortie. Tancrède s'arrêta. Il essaya de redresser ses épaules, un vieux réflexe de domination, mais ça ne marchait plus. La magie était rompue. Isolde, croassa-t-il. Sa voix était brisée, faible. Tu réalises ce que tu as fait ? Tu as détruit ta propre famille. Tu as sali notre nom. Pour une maison ? Pour des pierres ? Je le regardai droit dans les yeux, sans ciller. Je ne vis plus le monstre géant de mon enfance. Je vis juste un vieil homme pathétique, avide et effrayé. Non, papa, dis-je doucement mais fermement. Je n'ai pas détruit la famille. Vous l'avez fait le jour où vous avez décidé que je ne comptais pas, le jour où vous avez volé la dernière volonté d'une mourante. Et je n'ai pas fait ça pour une maison. Je l'ai fait pour maman. Et pour moi. Pour la vérité. Je vais aller en prison,
chuchota Théil, la peur vibrant dans sa voix, ses mains tremblant. C'est probable, répondis-je. Tu devrais peut-être te trouver un meilleur avocat que maître Cyprien. Mais attention, les bons avocats coûtent cher, et tu n'as plus accès au compte de maman. Mélisande me fusilla du regard, les yeux gonflés. Tu es un monstre, Isolde. Tu vas me laisser à la rue? J'ai des dettes. J'ai des crédits. Tu es coach de vie, non? Dis-je avec un petit sourire triste. C'est le moment d'appliquer tes propres conseils sur la résilience et l'autonomie. Bonne chance, Mélisande. Je leur tournai le dos et poussai les lourdes portes du tribunal. Dehors, le soleil brillait enfin sur Périgueux. 3 mois se sont écoulés depuis le verdict. Je suis assise sur le vieux banc en pierre au fond du jardin, une tasse de thé fumant à la main. Autour de moi, les rosiers commencent à bourgeonner timidement sous le soleil de printemps. J'ai passé les dernières semaines à désherber, à tailler, à soigner cette terre qui avait été négligée depuis la mort de maman. Mes mains sont écorchées par les épines et tachées de terre, mais je ne me suis jamais sentie aussi vivante, aussi connectée. La maison est calme. C'est un silence apaisant, habité, pas le silence pesant et craintif que j'ai connu enfant. J'ai transformé le grand salon, celui où Tancrède trônait avec son cognac, en atelier de restauration de livres. La lumière du Nord y est parfaite pour travailler sur les parchemins délicats. Les nouvelles du monde extérieur me parviennent par bribes, par les rumeurs du village. Tancrède a été mis en examen pour faux et usage de faux. Il a dû vendre sa propre maison moderne et sa voiture de luxe pour payer ses frais d'avocat et les cautions. Il vit maintenant dans un petit studio meublé en banlieue, seul, sans public pour ses tirades. Mélisande a dû déclarer faillite personnelle. Ses créanciers ont saisi ses comptes. Elle a dû abandonner son appartement parisien et travaille apparemment comme réceptionniste dans une salle de sport low cost, loin du glamour qu'elle affichait sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram a été supprimé. Ils ont essayé de m'appeler plusieurs fois. Des messages pleurnichards d'abord, invoquant la famille, le pardon, puis des messages d'insultes violentes, puis à nouveau des suppliques pathétiques. J'ai bloqué leur numéro. Je n'ai plus de place dans ma vie, ni dans ma maison, pour leur chaos et leur toxicité. Parfois, la nuit, je me demande si j'ai été trop dure. C'est le conditionnement de l'enfant bouc émissaire qui remonte, on nous apprend à toujours nous sentir coupables, même quand nous nous défendons, même quand nous avons raison. Mais alors, je regarde le journal de maman posé sur mes genoux. Je relis ces mots. Elle savait qui ils étaient. Elle savait qu'ils ne changeraient jamais. Elle m'a donné cette maison non pas comme un bien immobilier, mais comme une forteresse. Un endroit où je peux enfin être moi-même, sans avoir à m'excuser d'exister. Hier, en rangeant le grenier, j'ai trouvé une vieille photo argentique de nous deux, maman et moi, dans ce jardin. Je devais avoir 5 ans. Elle me montrait comment tenir une rose sans se piquer. Les épines sont là pour protéger la beauté, Isolde, disait-elle avec son sourire doux. Sans épines, la rose se fait manger. Je suis devenue l'épine. Et grâce à ça, la beauté de ce jardin a survécu. La justice est un plat qui se mange froid, disent certains. Je ne suis pas d'accord. La justice est un plat qui se mange chaud, servi avec des preuves irréfutables, une dignité inébranlable et une précision chirurgicale. Mon père a ri quand je me suis levée sans avocat. Il pensait que l'argent, l'apparence et le bruit étaient les seules formes de pouvoir dans ce monde. Il a oublié que le savoir, la patience, l'observation et la vérité sont des forces bien plus redoutables, bien plus destructrices quand elles sont maniées par quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, quand je restaure un livre ancien, quand je recolle une page déchirée ou que je redonne vie à une reliure brisée, je pense à ma famille. On ne peut pas tout réparer. Certains livres sont trop abîmés, rongés par la moisissure jusqu'au cœur. Certaines histoires sont trop toxiques pour être sauvées. Il vaut mieux parfois fermer le livre définitivement, le ranger sur une étagère poussiéreuse, et en commencer un nouveau, avec des pages blanches et propres. Je suis Isolde, la restauratrice, la fille de l'ombre. Et je suis enfin en pleine lumière, au milieu de mes roses. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était un voyage difficile, émotionnellement épuisant, mais nécessaire. J'espère que cela vous rappelle que peu importe à quel point on essaie de vous faire sentir petit, inutile ou faible, la vérité est votre meilleure arme. Si vous avez aimé cette histoire de justice, de résilience et de karma instantané, n'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, ça aide énormément la chaîne à faire entendre ses voix. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires incroyables.
J'aimerais aussi vous poser une dernière question. Avez-vous déjà été sous-estimé par votre propre famille? Avez-vous déjà dû vous battre seul contre tous? Comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences et vos victoires dans les commentaires, je les lirai tous avec attention. À bientôt.